Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour ce dialogue littéraire du mois de juin. Comme chaque année, cette émission sera une spéciale L'ivresse de lire. Créée en 2004 par la librairie Dialogue, cet événement permet à des lycéens d'aller à la rencontre d'auteurs. Cette année, ils ont eu la chance de rencontrer Hélène Grémillon, Maëlys de Kerangal et Sorge Chalandon. Dans cette émission, nous retrouvons Mathilde pour sa chronique Jeunes adultes. Mais avant cela, retrouvons la boîte à questions des lycéens aux auteurs de L'ivresse de lire. Alors, ouvrons cette petite boîte à questions. Où trouvez-vous votre inspiration? Alors, je suis peut-être un auteur un peu particulier, mais à part un seul roman qui s'appelle Une promesse, chacun de mes romans, les romans sur l'Irlande, les romans sur le père, les romans sur la guerre, sont tous nés d'une blessure intime. Je dirais dans les gens, dans la vie des autres, qui est un film d'ailleurs que j'adore. Être écrivain, ça s'apprend. Eh bien, je n'aime pas répondre de manière définitive aux choses. Je pense que ça ne s'apprend pas. Moi, personnellement, être écrivain, c'est pas ce qui m'a motivé au départ. Ce qui me motivait au départ, c'est d'écrire des fictions. Et pas d'être écrivain. Pas d'être dans un statut, mais de faire des livres. Pour moi, l'écriture, c'est un acte physique de aller à sa table et d'écrire. Et je pense pas que ça passe par des zones d'apprentissage. Après, voilà, il y a quelque chose qui, finalement, ne s'apprend pas, qui est le rapport au monde. Écrire, c'est un talent ou de la patience? Écrire, c'est un talent ou de la patience? Il y a des écrivains sans patience, d'autres sans talent. Pour moi, la patience, c'est un nom qui qualifie beaucoup mieux le travail littéraire que le talent. Moi, je dirais plutôt qu'en ce qui me concerne, je ne parle pas de talent, je ne parle pas de patience, mais c'est un besoin. On dit souvent que les écrivains préfèrent écrire la nuit. Qu'en est-il de vous? Eh bien, moi, je n'écris jamais la nuit. Peut-être ai-je appris à écrire ainsi parce que je n'ai pas un travail à côté de l'écriture. Si je devais avoir un métier à côté, un métier ailleurs, peut-être j'écrirais la nuit. Écrivez-vous parfois plusieurs livres en même temps? Pas du tout. Ah, ça, c'est pas possible. Non, j'écris jamais plusieurs livres en même temps. Je me concentre sur une seule chose, un seul livre. C'est une qualité que j'aimerais avoir. Je suis monomaniaque et je ne peux écrire qu'une chose à la fois. L'ivresse de lire permet aux lycéens de présenter aux auteurs leurs propres interprétations de l'ouvrage à travers des vidéos, des mises en scène ou autres. Les auteurs ont été très émus par ce travail. Je vous laisse le découvrir. Eva Maria d'Aranzo dit avoir tué Lysandra Queen. Une affaire judiciaire est ouverte pour assassinat. Eva Maria d'Aranzo encourt la perpétuité. Esteban d'Arianzo n'est pas revenu sur ses aveux. Esteban d'Arianzo dit avoir tué Lysandra Puy. Une information judiciaire est ouverte pour assassinat. Les jurés décident en dernier recours de se ranger aux conclusions de l'expert psychiatre. Au début de l'histoire, on découvre le corps de Lysandra en bas de son immeuble. Elle est tombée du 7e étage. Les policiers suspectent un meurtre. En premier, son mari, Vittorio, est suspecté de l'avoir poussée de l'immeuble. Eva Maria soupçonne un patient de Vittorio, Miguel. Il est pianiste et c'est aussi un ami du psychanalyste. Miguel a été arrêté par la junte et étant pianiste, ce sont ses mains et ses oreilles qui ont été torturées. C'est grâce au tango que Vittorio retrouve Lysandra après son premier rendez-vous avec elle.
on apprend que pendant les absences de la nourrice, Lucas, alors âgé de 15 ans, isolait Lysandra pour abuser d'elle, bien qu'elle n'était qu'une enfant. Je saute de pierre blanche en pierre blanche pour éviter les crocodiles qui me guettent sur les pierres jaunes. J'arrive à la porte d'entrée, j'entre, j'ouvre la porte dans le couloir et je descends l'escalier qui fait comme une virgule. Il est debout, il est grand, il me force. Je regarde vers la porte parce que je veux que quelqu'un arrive. Sachez que moi, quand je suis venue pour vous voir, je pensais faire ce que j'ai déjà fait, c'est-à-dire ce qu'on appelle une rencontre, mais je ne pensais pas être moi-même spectatrice de quelque chose. Je suis stupéfaite, je trouve que c'est très, 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 très beau. Claqué les gars. Ah, j'ai rarement vu des séries aussi propres, on a bien fait de se lever. C'était vraiment la meilleure session de ma vie. Hein. Bon les gars, c'est pas qu'on s'appelle, mais moi j'ai trop faim. Ça vous dit pas un bon petit grec là? Ah ouais, allez, en voiture les gars. Ce qu'est le cœur de Simon Limbre, boîte noire d'un corps de 20 ans, personne ne le sait au juste. Simon! C'est Simon. Quoi Simon? Qu'est-ce qui lui est arrivé à Simon? Il a eu un accident. Un accident? Où est-il? Les secours sont arrivés sur place vers 9h20. SAMU, gendarmerie. En réa, les portes coupe-feu s'ouvrent. Le brancard roule. Remonte l'axe central du service. On s'écarte sur son passage. L'arrêt du cœur n'est plus le signe de la mort. C'est désormais l'abolition des fonctions cérébrales qui l'attestent. En d'autres termes, si je ne pense plus, alors je ne suis plus. L'électroencéphalogramme de 30 minutes qui vient d'être réalisé présente un tracé plat. Je voudrais être certain que tout a été fait. L'état de Simon était désespéré lors de son admission. Nous avons transmis le scanner à des experts qui ont malheureusement confirmé qu'une intervention chirurgicale ne pourrait changer quoi que ce soit. C'est la merde, cette histoire de générosité. Je ne vois pas en quoi le fait d'être généreux ou de vouloir faire des voyages vous donne le droit de penser qu'il aurait voulu donner ses organes. Si je vous dis qu'il était égoïste, Simon, l'entretien s'arrête là. Hein? Allez, vas-y, dis-nous. Il y avait quelque chose de très beau et je ne m'attendais pas du tout à voir quelque chose d'aussi sophistiqué, d'aussi articulé et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Ouais, bah, bravo, très très beau travail. Je suis entré dans le garage, titubant entre les gravats. Les flammes, la fumée, la poussière. Je recrachais le plâtre qui me brûlait la gorge. Mais c'est le sang qui m'a annoncé la mauvaise nouvelle. J'avais pris mon sac, mais avais laissé ma veste dans la voiture de Marouane. Mes papiers, mon argent, tout ce qui me restait. Je vais jouer le rôle d'Antigone, celle qui dit non, qui veut que son frère soit enterré dans sa terre et non laissé aux chiens, qui va dire au roi, à son oncle, à créant cet homme faible qu'elle n'a pas peur de lui, et qui va choisir la mort pour ne pas se trahir. Je me souviens, pendant le trajet dans la voiture, je te regardais du coin de l'œil. Et puis, tu es reparti. J'ai mal. Toutes les nuits, je pense à toi. Toutes les nuits, j'ai peur que tu me quittes. Peur que tu me trompes pour une autre. Pour Iman. Peur que tu nous abandonnes, moi et Louise. Louise, ta fille. Ça fait 15 ans que la guerre m'a volé mon père. 15 ans que rien n'est plus comme avant. Ta tendresse, ta douceur, ton énergie, je ne les oublierai jamais. Les plus beaux souvenirs de mon enfance, c'est avec toi que je les ai partagés. On était heureux tous les trois, non? Pourquoi a-t-il fallu que tu partes de l'autre côté? Papa, ça fait quoi de grandir avec un père? Moi, je n'ai jamais su. Demain, je quitte le Liban. Nous partons pour l'Angleterre avec ma famille. Je n'ai plus rien à faire ici. Mon village du Chouf a été détruit. Les Druzes ont tué 2 de mes cousins. Toi qui rêvais de paix, de monter au Tigone, tu n'es tout de même pas revenu pour ton projet. J'ai vu l'enfer, Charbel. Tous ces corps égorgés, souillés, partout des cadavres piégés. Et puis j'ai vu Iman. Elle s'est battue. J'entends ses hurlements tous les nuits. La différence entre Georges et moi, Georges c'est mon deuxième prénom, c'est qu'un jour j'ai renoncé et je suis rentré. Si j'ai fait ce roman, c'est parce que je voulais savoir ce qui serait advenu de moi si j'avais continué. J'ai été bouleversé par la lettre
écrite par vous, la lettre de Louise à son père. Parce que la lettre de Sarah, ma fille, à moi, elle n'a pas eu lieu d'être, parce que je suis rentré pour l'aimer. L'espoir, c'est que ce texte ait été écrit. L'espoir, c'est pas ce qu'il raconte, c'est qu'il existe et que j'ai pu l'écrire. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir accompagné à Shatila, à Sabra, vous étiez là avec moi. Merci pour ça. De retour à la librairie, nous retrouvons tout de suite Mathilde pour sa chronique Jeunes adultes. Bonjour Mathilde. Bonjour Marion. Donc, ton premier roman est un polar pour les jeunes adultes. Oui, Run Billy de Claire Lou aux éditions Scripto. Billy, une jeune chanteuse à succès dans un groupe de rock, disparaît quelques heures avant son premier grand concert au Bataclan. L'inspecteur interroge l'entourage de cette Billy, sa famille, ses amis, les membres du groupe. Billy, de son vrai nom Adèle, est une jeune fille bien mystérieuse, elle cache des secrets. On se rend compte qu'elle a plusieurs vies, elle cloisonne assez ses vies. Il y a son monde en banlieue, sa vie à Paris en tant que membre d'un groupe. Donc c'est vraiment un roman assez passionnant, avec un rythme assez haletant comme un polar peut l'avoir. Je le conseille pour une lecture d'été. Et ton deuxième roman est un roman contemporain pour jeunes adultes. Oui. Alors là, c'est Dans le désordre de Marion Brunet aux éditions Sarbacane. 7 personnes d'univers complètement différents, de vies différentes, plutôt jeunes adultes, qui se rencontrent en manifestation et décident de vivre ensemble dans un squat. On est vraiment loin d'une jeunesse qu'on peut voir un peu dépolitisée ou aussi l'image assez négative des casseurs. Cette jeunesse a envie vraiment de créer une nouvelle société. Alors c'est également aussi un roman d'amour entre l'héroïne Jeanne et puis Basile, et c'est surtout aussi un roman d'amitié entre tous ces personnages passionnés. Il y a vraiment une grande effusion de sentiments. Mais j'en dis pas plus sur l'histoire, venez vraiment le découvrir parce que c'est vraiment un roman coup de poing et à découvrir surtout en ces temps actuels. Et ton dernier ouvrage est un roman américain. Oui, alors on change complètement d'époque et de région. On est dans les années 50 à la Nouvelle-Orléans. Ce n'est pas du tout facile pour l'héroïne. Josie, elle a 17 ans. Sa mère est une prostituée. Et heureusement pour elle, elle est quand même très intelligente et essaie de se sortir assez vite du giron assez néfaste de sa mère. Mais le soir du 31 décembre, un homme assez riche est retrouvé mort. Le verdict tombe, c'est un meurtre. Et l'étau se resserre autour de Josie. Va-t-elle réussir à aller à l'université ou va-t-elle être obligée de rester coincée à sauver à chaque fois les frasques de sa mère? Je te remercie Mathilde. Merci Marion. Voilà, cette émission touche à sa fin. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous retrouve le mois prochain pour une émission estivale.